à vous tous. Dans l'actualité ce matin, le rôle de la réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au cœur des débats au Palais des Nations où se tient un atelier international sur ce thème. Les interventions de l'Agence de développement social se multiplient en faveur des familles les plus nécessiteuses. Une de nos équipes a suivi le travail de la cellule de proximité qui s'occupe de la zone de Mosaïa. On verra dans cette édition comment éviter les intoxications en pleine vacances où une hygiène alimentaire est obligatoire. Le rôle de la réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au cœur des débats au Palais des Nations où se tient un atelier international sur ce thème. De hauts fonctionnaires et d'experts dans ces domaines des pays de la région du Sahel et des organisations internationales et régionales y prennent part. Cette importante rencontre permettra aux participants de s'imprégner davantage de l'initiative prise par le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour ramener la paix, la sécurité et la stabilité au pays. La cérémonie officielle d'ouverture de cet atelier international a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Abdelkader Msahel qui s'est entretenu avec le président du Haut Conseil de la réconciliation libyenne, Hamid Rouch. La rencontre a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays, notamment sur le volet sécuritaire. On écoute à présent la déclaration de Hamid Rouch, président du Haut Conseil de la réconciliation libyenne. رؤية واضحة وشاملة لحل مشكلة ليبيا بإذن الله، والجزائر طبعا من الدول الداعمة في هذا الاتجاه بكل قوة لما لها من تجربة سابقة في هذا المجال، ونحن ننتهز هذه الفرصة بوجودنا هنا لتقديم بإذن الله ورقة عمل في ورشة العمل التصالحي ضد الإرهاب والتطرف بإذن الله. حيكون فيه رؤية شاملة لحل مشكلة ليبيا بإذن الله في مجال المصالحة الوطنية. Toujours en marge des travaux, Abdelkader Msahel est revenu sur la situation des migrants africains en Algérie. On écoute à présent le ministre des Affaires étrangères. C'est un phénomène que nous suivons de très près. L'Algérie est devenue un pays de destination. Aujourd'hui, la question de la migration clandestine est une question importante, inscrite à l'ordre du jour pratiquement de tous les forums internationaux. Il est évident que l'Algérie, à l'instar de beaucoup de pays, y compris des pays européens, nous sommes en train de prendre des mesures. Ces mesures sont devenues urgentes parce que derrière ces flux massifs en Algérie de migrants subsahariens, il y a des réseaux très organisés et qui entretiennent et qui facilitent ce genre de trafic humain, si on veut parler ainsi. Donc nous, notre stratégie en tant que gouvernement, bien sûr, nous luttons contre tout ce qui est émigration clandestine. D'abord, c'est notre droit le plus absolu. C'est les lois algériennes qui le veulent, qui l'exigent. Et c'est la situation, quand je vous dis, quand c'est comment dirais-je, un flux massif. Et derrière ce flux massif, il y a comment dirais-je, le crime organisé qui organise pratiquement du trafic humain. Dans notre obligation en tant qu'État, c'est d'abord de préserver la souveraineté et la sécurité nationale de l'Algérie. Donc nous sommes en droit et nous le faisons et nous le ferons. Abdelkader Msahel qui effectue aujourd'hui et demain une visite en Italie. Cette dernière s'inscrit dans le cadre de la poursuite et de l'approfondissement du dialogue politique et de la coopération entre les deux pays. Msahel et son homologue italien Angelino et Aflano procéderont à une évaluation de la coopération bilatérale dans la perspective de la tenue de la prochaine réunion de haut niveau algéro-italienne prévue avant la fin de l'année à Alger. Évaluée à une vingtaine de milliers d'habitants, la commune Chebli dans l'Atlas blidéen vit essentiellement d'agriculture. L'exploitation du système d'irrigation du goutte à goutte par les agriculteurs commence à gagner du terrain, modestement certes, mais qui constitue la solution idoine pour régler le problème de déficit en eau d'irrigation. Karim Haïfa. Augmenter les surfaces agricoles irriguées par un système. D'accord.
Alors, on poursuit notre journal. Nous partons cette fois-ci dans la wilaya de l'Arwat, où une nouvelle dynamique agricole s'est enclenchée ces dernières années dans la production de céréaliculture, notamment avec l'introduction de nouvelles variétés de semences, dont le blé dur, Simetou. C'est un reportage signé Naïma Haouch. Augmenter les surfaces agricoles irriguées par un système économique et peu onéreux dans la Mitidja, c'est un défi que s'est lancé l'Office national de l'irrigation et du drainage. Objectif, rationaliser la ressource hydrique dans la plaine de la Mitidja, comme ici dans cette exploitation qui a opté pour le système du goutte à goutte. Aujourd'hui, grâce aux efforts des autorités concernées et ce grand projet qui consiste à transférer les eaux de Hammam Melouane à Douira sur 23 km, l'eau arrive jusqu'ici dans mon exploitation. Les agriculteurs utilisent maintenant le goutte à goutte, grâce auquel on économise beaucoup d'eau, sans oublier un meilleur rendement des terres. Et chose nouvelle, nous n'avons plus besoin d'ouvriers agricoles pour fertiliser la terre. Maintenant, tout se fait automatiquement grâce au système du goutte à goutte. L'Office national de l'irrigation et du drainage table sur une augmentation significative des surfaces irriguées à l'horizon 2020. 12 000 hectares seront bientôt sous la tutelle de l'ONID avec ses annexes régionales, pour à terme arriver à un total de 230 000 hectares sous la tutelle de l'ONID. En perspective de la préservation de la ressource hydrique dans la Mitidja, des conditions très strictes ont été fixées pour les autorisations de forage en obligeant les agriculteurs à adapter le système du goutte à goutte afin de régler la problématique de la raréfaction des eaux d'irrigation. Logement à présent, les clés de 216 logements de type public locatif ont été distribués mercredi dernier au niveau de la commune de Tlemcen. 334 autres unités sont attribuées à leurs bénéficiaires le mois prochain. La cérémonie de remise des décisions d'affectation de ces logements a été présidée par les autorités locales. Nawal Abada. Après la concrétisation de plusieurs programmes de logement dans le quartier de Boudjlila à Tlemcen, c'est au tour de ces familles de vivre la joie d'occuper enfin un logement décent après une attente qui a duré plusieurs années. Je remercie Monsieur le Président de la République pour ce programme qui a été enfin concrétisé. Dieu merci, après des moments durs, c'est enfin la délivrance. Nous sommes ainsi que nos enfants très contents. Nous étions en crise et maintenant, alhamdoulilah. Ce sont 216 logements de type public locatif qui entrent dans le cadre des efforts déployés par l'État en vue d'éradiquer la crise de logement. Nous avons procédé aujourd'hui à la distribution de 216 logements à la commune de Tlemcen. Le prochain quota, constitué de 334 habitations, sera remis le mois prochain, Inch'Allah. Ce quota fait partie du programme de 500 logements qui seront remis au cours des prochains mois, Inch'Allah. Il entre dans le cadre du programme de son Excellence, le Président de la République. C'est un grand programme à Tlemcen. Pour le premier semestre de 2017, il faut savoir que l'on a distribué plus de 1000 logements de type LSP. او ال اس بي هذا السداسي الاول من سنه 2017 قمنا بتقسيم اكثر من 1000 سكن على مستوى المواطنين. Et avec la fin de l'année en cours, la wilaya de Tlemcen aura distribué 4200 unités de logement. Les interventions de l'Agence de développement social se multiplient en faveur des familles les plus nécessiteuses. Une de nos équipes a suivi le travail de la cellule de proximité qui s'occupe de la zone de Moussaïa. Sur quel terrain intervient-elle? Quelles sont les personnes qui ont droit à une prise en charge? Les réponses dans ce reportage signé Farida Ben Meslem. Mise en place par l'État et sous la tutelle du ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, l'Agence de développement social, ADS, a pour mission de renforcer le dispositif institutionnel en matière d'intervention sociale. L'ADS est représentée par 3 cellules de proximité. Actuellement, on est à la cellule de proximité de Moussaïa. La cellule est composée d'une équipe pluridisciplinaire
qui est composé d'un médecin, d'un sociologue, d'un psychologue et une assistante sociale, qui interviennent généralement dans des cas de solidarité et de détresse. On travaille généralement en collaboration avec l'ensemble des institutions concernées par le social. L'Agence de développement social a pour mission d'établir, de suivre, de promouvoir et de situer le contexte socio-économique de chaque région et d'essayer de focaliser l'intervention des programmes sociaux sur les régions les plus déshéritées, comme c'est le cas pour cette famille du village de Ain Romana à Mozaya, wilaya de Blida, qui a été suivie et prise en charge par la cellule de proximité et de solidarité de Mozaya. جاي تسمى الحاجه اللي نحتاجها نصيبهم السبيطار كيفاش يعاونوني كي نروح للسبيطار نصيبهم تما صافي ندخل بلا ما نديرش لاشين ولا مع الغاشي ونروح للطبيب وندخل ندير السيروم تاعي صافي بتسهل. Dotées d'un riche portefeuille d'activités visant à aider les plus démunis, les agences de développement social déploient tout leur effort pour que les programmes sociaux bénéficient aux populations les plus nécessiteuses. Et puis des efforts sont aussi déployés du côté des services de gynécologie obstétrique et postnatale dans les différents hôpitaux de la wilaya de Naama pour faire face au flux important de patientes qui viennent accoucher. Manal Boudouaba. L'été, une période apparemment propice aux accouchements. En atteste le flux important de patientes que reçoivent les services de gynécologie obstétrique et postnatale dans les différents hôpitaux de la wilaya de Naama. À l'hôpital de Mechria, des dizaines de patientes sont accueillies chaque jour. Les lits sont insuffisants, les services constamment surchargés et les équipes médicales dépassées. Le personnel médical fait ce qu'il peut, mais la pression est trop grande. Des fois, les patientes sont obligées de s'allonger par terre. Quand je suis arrivée, il y avait tellement de monde, je n'arrivais pas à trouver une place, mais après ça s'est vidé, on a pu m'installer. J'avais des problèmes de tension, mais Dieu merci, on s'est bien occupé de moi et ça va mieux. Je vous assure que le personnel fait ce qu'il peut, mais je les plains. Le service n'est pas équipé pour accueillir autant d'accouchements. Le staff médical, en sous-effectif, tente de faire face à ce problème de taille qui a tendance à devenir récurrent. Il se débrouille comme il peut avec les moyens du bord. Le personnel est trop peu nombreux. Nous n'avons que 2 sages-femmes par équipe qui sont au four et au moulin. Elles assurent le suivi des accouchements et l'accueil des patientes. Pour la consultation obstétricale, nous avons très peu de gynécologues à Mechria qui sont obligés de faire leurs consultations ici. Nous n'accueillons pas seulement des malades de Mechria ou même de Naama, mais de toute la région. Nous avons 400 accouchements par mois, une moyenne de 12 par jour, entre césarienne et accouchement par voie basse. C'est un chiffre énorme par rapport à la capacité d'accueil de nos services. Une réalité amère à laquelle sont confrontées les patientes à Naama, engendrée principalement par l'absence totale de structures mère-enfant et de cliniques privées qui pourraient absorber ce nombre en constante augmentation face à une stagnation du secteur dans cette région. L'actualité à l'étranger à présent. Mossoul, deuxième ville d'Irak, célèbre sa libération et la coûteuse victoire des forces gouvernementales contre les terroristes du groupe autoproclamé État islamique en dépit d'ultimes poches de résistance. Mais le pays détient encore d'importantes portions du territoire irakien. Le récit de Sarah Sharif. Ces images ont fait le tour du monde. Des Irakiens faisant la fête après la libération de Mossoul, plus grande ville d'Irak. Une libération qui sonne comme une revanche sur le mais aussi sur le terrorisme. Mais la victoire obtenue au prix de milliers de morts et blessés, d'un immense exode de la population et d'énormes destructions, ne marque pas pour autant la fin de la guerre contre l'organisation terroriste, responsable d'atrocités dans les zones sous son contrôle. Le contrôle toujours quelques zones en Irak, notamment les villes de Tel Afar, El-Houija au nord de Bagdad et des zones désertiques de la province d'Al-Anbar, frontalière de la Syrie. Malgré cette victoire en demi-teinte, les membres des forces irakiennes ont brandi des drapeaux irakiens et ont fait le signe de la victoire. Pour eux, la victoire est certaine, c'est juste une question de temps. À l'heure actuelle, il ne reste qu'une petite poche. Ça ne prendra qu'une courte période de temps pour les forces combattantes héroïques pour compléter cette avancée, si Dieu veut.
L'annonce de la victoire a suscité de nombreuses réactions. La France, la Grande-Bretagne, mais aussi l'Union européenne ont félicité Bagdad et ont rendu hommage à tous ceux qui ont contribué à ce que Mossoul soit libéré. Mais pour de nombreux observateurs, beaucoup reste à faire. Les 9 mois de campagne militaire ont entraîné une crise humanitaire majeure, marquée par la fuite de plus de 900 000 civils. Piégés dans la ville, les civils ont vécu dans des conditions terribles, subissant pénuries, bombardements et intenses combats et servant de bouclier humain d'après l'ONU. Les combats sont peut-être terminés, mais pas la crise humanitaire. Pour éviter les intoxications en pleines vacances, une hygiène alimentaire est obligatoire. Alors comment conserver la fraîcheur et la salubrité de votre repas en plage et quels sont les aliments sans danger pour les sorties en pleine nature? Les réponses avec Hasna Zougri. Les estivants en ce début d'été ont tendance à préparer le repas à la maison, mais certains d'entre eux préfèrent manger à l'extérieur. En général, je c'est préparé par ma femme. C'est des éléments moins hygiéniques. كاش كيما الماكله تاع الدار يشري حاجه برا والاخر لانتوكسيكاسيون والاخر ما عندكش كونفيون. Pour ceux qui ramènent de la nourriture, respectent-ils la chaîne de froid? كيما les fruits et tout, on préfère نخلوهم في لا غلاسيير سي ميو باسكو على مع السخانه وعبسه ديكونجلا ديكونجيلا ماشي مليحه même pour la santé c'est pas bien. Ça dépend la durée. Donc ولا جيت pour une longue durée. Bien sûr نجي مع une glacière. Mais y a-t-il des aliments à éviter en cette saison estivale? En été, il faut éviter les laits et dérivés, les poissons et les fruits de mer, les viandes et les aliments qui contiennent des œufs comme la mayonnaise. Selon les médecins, il y a toujours des mesures à prendre pour éviter les intoxications alimentaires. Le seul et unique conseil à donner est de ne pas exposer la nourriture au soleil. Lorsqu'elle dépasse les 3 et 4 heures sous le soleil, la bactérie se développe très vite. Il est donc important de respecter la chaîne de froid, mais le choix des aliments est primordial. Un mot de sport pour terminer. L'USMA d'Alger s'est imposé face au Cap United du Zimbabwe 4-1 hier soir au stade du 5 juillet à Alger pour le compte de la 6e et dernière journée du groupe B de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football. Les buts de l'USMA sont l'œuvre de Ziri Hammar, Okesha Hamzawi et un doublé d'Oussama Darfellou. L'unique but zimbabwéen a été inscrit par Amidou. Grâce à ce succès, l'USMA d'Alger s'est qualifié pour les quarts en tête du groupe avec un total de 11 points, suivi de Ahli Tripoli 9 points qui l'accompagne en quart de finale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Ce soir, retrouvez Zohaïb Bentimeled pour le 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de midi. Au revoir.